Donc je vous proposais de parler rapidement d'abord de ce que je vois de la pédopsychiatrie dans les autres pays, puisque de fait j'ai beaucoup voyagé dans ces 4 dernières années et j'ai pu discuter avec beaucoup de collègues. Du point de vue que j'ai eu récemment sur finalement comment s'est construit notre système pédopsychiatrique français, parce que en fait il ne fonctionne pas exactement comme beaucoup d'autres systèmes pédopsychiatriques, et du coup si on veut penser son devenir, il faut aussi s'interroger un peu sur comment il a été construit, comment on en est arrivé à un système comme ça aujourd'hui pour essayer de le faire évoluer. Et puis dans une troisième partie, je vous dirai comment on pourrait imaginer le système de demain. Alors d'abord, la pédopsychiatrie dans le monde. Un premier point épidémiologique, on a travaillé sur les DALI, Disability Adjusted Life Year, qui est un index développé par l'Organisation mondiale de la santé pour essayer de caractériser le poids des maladies en termes de morbimortalité. Vous savez, avant, en particulier au XXe siècle, on catégorisait les maladies en termes de mortalité. Et du coup, la psychiatrie n'apparaissait jamais au premier plan. Et puis, il y a eu un changement à la fin des années 80, début des années 90. Plutôt que de prendre la mortalité, on a agrégé, en fait, pour les maladies, le nombre d'années de vie que l'on perd du fait de faire un infarctus ou un cancer du poumon, mais aussi le nombre d'années de vie, de qualité que l'on perd du fait d'avoir une schizophrénie ou une dépression. Et c'est là que tout d'un coup qu'on s'est rendu compte qu'en psychiatrie pour adultes, que la dépression était une pathologie qui avait le même impact de morbimortalité que l'infarctus du myocarde ou que le cancer du poumon. Donc ça a été un vrai... Mais pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas de DALI individualisé pour la pédopsychiatrie. C'était mélangé avec la neurologie et les troubles neurodéveloppementaux, sur lesquels je reviendrai peut-être. Et puis très récemment, il y a eu une séparation des troubles neurologiques et des troubles pédopsychiatriques. Et donc, on a maintenant une cartographie de quelles sont les grandes pathologies en fonction des continents qui ont le plus d'impact de santé publique chez l'enfant. Alors, les tranches d'âge sont un peu bizarres, c'est 5-14 et 14-23. Mais bref, entre 5-14, alors c'est assez subtil. C'est-à-dire quand on regarde les poids relatifs de l'impact de morbimortalité, alors en Afrique, la pédopsychiatrie compte pour quasiment rien, parce que c'est les maladies infectieuses qui comptent beaucoup. Et puis, au fur et à mesure que le PIB par habitant augmente, eh bien, les pathologies pédopsychiatriques prennent une place de plus importante. Et en Europe occidentale, aujourd'hui, ce sont les troubles pédopsychiatriques qui, dans la tranche d'âge 5-14 ans, ont le plus d'impact en termes de DALI, c'est-à-dire de morbimortalité. Voilà. Et dans la tranche 14-23, l'importance est encore plus grande. Mais alors ça, c'est le poids relatif. En fait, en poids absolu, bien sûr qu'en Afrique, la pédopsychiatrie a un impact très important en termes de morbimortalité. Hein. Mais ce qui veut dire que les enfants en Afrique vont terriblement mal et nos enfants en France vont terriblement bien. Et que donc du coup, comme ils vont très bien en termes de santé somatique, c'est la pédopsychiatrie qui du coup émerge, alors qu'en Afrique, ils vont mal. Donc les problèmes pédopsychiatriques sont là du fait des guerres, etc. Vous pouvez imaginer la catastrophe que c'est. Mais la mortalité infantile est tellement importante que le poids relatif est très bas. Et puis il y a des choses, alors qu'on n'explique pas, c'est quand on regarde l'évolution au cours du temps, eh bien l'évolution au cours du temps de l'impact de morbimortalité des problèmes pédopsychiatriques en Europe occidentale a diminué, alors qu'aux États-Unis ça a augmenté. Et c'est pas... alors on peut imaginer plein de trucs, de crise économique, etc., mais c'est quelque chose de compliqué. Donc ça c'est le... Donc aujourd'hui, en France, le fardeau des maladies pour les enfants est numériquement, avant tout, un fardeau pédopsychiatrique. C'est une réalité épidémiologique. Il faut en être au courant pour le manifester auprès des décideurs, des acteurs de santé publique, des ARS, des politiques. C'est une réalité épidémiologique.
Alors après, quand on regarde comment sont structurés les systèmes de soins, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est hétérogénéité. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir en fonction des continents et des pays, mais ça n'a rien à voir avec des logs de différence. Oui. Alors que, en fait, le traitement de l'infarctus du myocarde n'est pas si différent que ça d'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre. Alors il y a des pays où il y a très peu d'argent, donc les stents, etc., c'est pas vraiment encore au goût du jour. Mais ça joue pas tant que ça. Mais alors, la pédopsychiatrie, c'est-à-dire, il y a des pays dans le monde où il n'y a aucun pédopsychiatre. Le Libéria, etc. Alors que c'est des pays où les besoins, vous imaginez, le Libéria, le nombre de syndromes de stress post-traumatique et de maltraitance infantile qu'il y a, enfin, c'est colossal, et il n'y a aucune offre de soins. Et du coup, et donc ça, c'est vraiment la zone centrale de l'Afrique, qui est en grande nécessité de soins pédopsychiatriques, et à tel point que quand on leur parle de soins pédopsychiatriques, ça ne les concerne pas. Leur objectif numéro 1, c'est la prévention. C'est la prévention. Et le soin, une fois que l'enfant est un patient, eh ben, c'est râpé. C'est râpé. Donc c'est terrible d'imaginer ça, mais c'est une réalité. Alors après, il y a des continents intermédiaires et qui bougent beaucoup. Alors on peut mettre le Maghreb, l'Asie, l'Amérique du Sud, où là c'est très stimulant parce qu'il y a une montée en charge extraordinaire avec des prises de conscience nationales du fait que la santé mentale des enfants est quelque chose de politiquement très important. Parce que dans beaucoup de ces pays, il y a beaucoup d'enfants. Et donc les politiques ont conscience que quand il y a beaucoup d'enfants, c'est leur société de demain. Et beaucoup de politiques sont intelligents. Et donc prévoient l'avenir et disent ben, rationnellement, il faut faire ça. Et donc on a beaucoup de collègues dans beaucoup de pays qui sont en contact direct avec le ministre de la Santé, par exemple, hein, qui peuvent aller le voir dans son bureau, etc. Et c'est très impressionnant. Alors même si le nombre de collègues dans ces pays est très faible, hein, en Inde, il y a 60 pédopsychiatres pour plus d'1 milliard d'habitants. Donc, en Chine, il y en a 600. Donc, dans beaucoup de ces pays, le nombre de pédopsychiatres est très faible au regard des besoins. Mais il y a un dynamisme de prise en charge qui est très exaltant. C'est-à-dire, on forme... oui, on va voir tout à l'heure, oui, il y a des problèmes idéologiques hein, de représentation de ce qu'est un patient, etc. Il y en a partout. Hein. Oui, il y en a, mais on s'en fiche. Il faut y aller. Hein. Je vois au Chili, l'association, l'équivalent de la SFP2A, c'est de la neuropsychiatrie. Et ça ne leur pose pas de problème. Et tous les 2 ans, c'est un neurologue ou un pédopsychiatre qui fait, ou un pédoneurologue ou un pédopsychiatre qui dirige l'association. Et eh ben ça fait réfléchir, quoi, parce que du coup, dans les congrès, ben, on parle d'épilepsie, on parle de VIH, on parle d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Donc, dans ces pays-là, il y a beaucoup de dynamisme. Et ce qui est curieux, c'est que, pour une raison qu'on va voir juste après, c'est qu'il y a le DSM partout. Et la question ne se pose pas. Le DSM est partout. Alors le bon côté, c'est que du coup, on parle tous de la même chose, à peu de choses près. Le mauvais côté, c'est que la validité transculturelle du DSM est quand même pas parfaite et que en Asie, la structure de la famille est différente, etc., 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 et qu'ils le ressentent. Hein, et on le voit, il y a des tensions. Hein, j'ai vu des collègues dans des petites îles en Indonésie où il y a très peu d'argent faire des diagnostics d'hyperactivité avec déficit de l'attention et prescrire de la Ritaline alors que la maman est partie à Dubaï travailler et que l'enfant est élevé vaguement par des grands-parents, etc., etc. Et la collègue dire c'est pas satisfaisant ce que je fais. Hein. Oui, ils savent. Ils bien compte. Ils savent. Quand je dis de l'hyperactivité, en fait, c'est pas terrible ce que je dis. Et la Ritaline, c'est pas terrible. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, et etc. Quoi. Donc c'est quand même cette tension est intéressante parce que quelque part on peut la retrouver aussi. Alors après il y a l'Amérique du Nord. Alors l'Amérique du Nord, on réalise pas, hein, mais qu'il y a vraisemblablement 20 000 pédopsychiatres sur la planète. Il y en a 10 000 aux États-Unis.
Donc un pédopsychiatre sur 2 de la planète exerce aux États-Unis d'Amérique. Et en plus, ils ont beaucoup d'argent. Donc du coup, le poids financier de la pédopsychiatrie mondiale est états-unienne. Il n'y a aucune ambiguïté. Et c'est pour ça, du coup, c'est pour ça que le DSM est là en pédopsychiatrie, c'est pour ça que les recherches viennent d'eux, etc., etc. C'est tout simplement naturel, ils sont en position ultra dominante. Et que les collègues pédopsychiatres, les jeunes qui veulent devenir professeurs de pédopsychiatrie chez eux, vont aux États-Unis se former. Hein, et donc quand ils reviennent, ils acquièrent cette pensée dominante. Et encore une fois, c'est pas forcément mal, hein, parce qu'il y a de très bons pédopsychiatres nord-américains, ils font de la très bonne recherche, voilà, il y a des choses très bien qui se passent là-bas et qui font réfléchir. Mais quand il y a un truc dominant dans une discipline aussi complexe, ça pose des problèmes parce qu'on perd de la diversité. On perd de la diversité psychopathologique. Et du coup, la France a vraiment un rôle très important à jouer là. C'est que, par exemple, il n'y a guère qu'en France qu'il y a une classification alternative. Et donc, du coup, il faudrait la traduire en anglais. Oui, elle a été traduite en anglais. Oui, mais pas complètement. Pas validée. Voilà. Et pas complètement. Il y a eu des articles écrits en anglais dessus. Mais, et vous voyez, quand on le dit aux collègues, vous savez... Selon la classification française, en fait, moi je dirais qu'il est comme ça, votre patient. Alors je comprends qu'on puisse dire, je comprends votre diagnostic, mais en fait, et d'ailleurs peut-être que je ferai le même, mais on pourrait le dire aussi comme ça. Et le fait de dire qu'on pourrait le dire différemment, tout d'un coup, les gens se sentent respirer. C'est pas une question de vrai ou faux. Hein. Alors après, il y a l'Europe, qui bien sûr est forte, hein, l'Association européenne de pédopsychiatrie est forte, mais là aussi c'est hétérogène en Europe. Et notamment, alors j'ai appris il n'y a pas longtemps, je pensais qu'il n'y avait qu'en France que le nombre de pédopsychiatres diminuait, puisque vous savez que c'est le cas, mais au Danemark, qui est quand même un pays qui est censé avoir un système de soins, le nombre de pédopsychiatres en 15 ans, enfin le nombre de membres de l'association danoise de pédopsychiatrie a été divisé par 3 en 15 ans. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc j'en ai parlé avec la collègue, la présidente de cette association. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des pays où les associations nationales accréditent les médecins aussi, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Mais aux États-Unis, au Danemark, il y a une fonction d'accréditation. Et donc il y a des tensions entre les associations parce qu'il y a de l'argent. Si on accrédite, il y a de l'argent. Et donc, du coup, être membre ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tension avec les associations de psychiatrie pour adultes. Du fait d'une orientation biologique de la pédopsychiatrie dans beaucoup de pays, eh bien, finalement, le paradigme de pensée devient assez proche entre la psychiatrie pour adultes et la pédopsychiatrie. Un paradigme neurobiologique, sémiologique et de traitement, en particulier médicamenteux, mais pas forcément. Et en fait, c'est du coup, la formation est la même, et du coup, là aussi, la psychiatrie adulte qui est en position dominante, absorbe. Et en Grande-Bretagne, le nombre de pédopsychiatres a diminué dans les 5 dernières années. En Belgique, c'est le contraire. Alors, en Belgique, vous savez qu'il y a eu une revalorisation considérable de la consultation en pédopsychiatrie, et du coup, alors que, vous voyez, dans les autres pays, c'est pas pensé comme ça. Et puis il y a la France. Donc du coup, vous voyez une hétérogénéité très importante. Après, il y a, faut bien le dire, une espèce d'imbroglio épistémologique. On pourrait même rajouter postmoderne. C'est-à-dire que, et qui pour moi est vraiment un problème c'est presque le problème numéro 1 de l'organisation du système de soins. C'est que on a parlé aujourd'hui, même moi, de santé mentale, de pédopsychiatrie, et on aurait pu parler de handicap psychique. Et santé mentale, alors est-ce qu'on fait de la santé mentale ou est-ce qu'on fait de la pédopsychiatrie ? Et vous voyez, et tout le mot mental health existe aussi en anglais, dans tous les pays, mental health, child and adolescent psychiatry, disability, vous voyez, et il y a cette espèce de mélange, et du coup, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, est-ce que David parlait du risque, de la prévention ?
Oui, puisque même un collègue en Afrique ne font que ça. Alors, est-ce qu'on fait de la prévention? Est-ce qu'on soigne des bouffées délirantes aiguës ou des anorexiques avec un BMI à 12? Ça n'a rien à voir. C'est pas le même métier, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, ben, est-ce qu'on fait tout? Peut-être qu'il faut qu'on fasse tout. On verra dans 5 minutes. C'est quand même compliqué de tout faire. Eh bien, alors, eh ben, on ne sait pas finalement ce qu'on a à faire. Et on ne sait même pas ce que la société attend de nous, quelque part. Et on rajoute en plus à ça, quand même, un imbroglio épistémologique, scientifique, c'est-à-dire les champs des connaissances nécessaires pour faire de la pédopsychiatrie sont multiples. Alors ça, à peu près tout le monde est capable de le dire. À peu près tout le monde. Après, alors finalement, comment on les articule et lequel est utile pour faire quoi et bon, ben, ça n'est pas pensé. Donc du coup, ça fait qu'il y a un brouillard généralisé dans lequel on avance. C'est pas un manque de lumière, il y a de la lumière, mais on ne voit rien. On ne voit rien en termes de savoir quel patient on doit prendre en charge, est-ce qu'on doit prendre tout le monde ou juste les patients graves, et en termes de savoir, c'est-à-dire finalement un patient c'est quoi? Est-ce que c'est un sujet pensant souffrant? Est-ce que c'est un cerveau? Est-ce que c'est... vous voyez quand même, et finalement, qu'est-ce qu'un patient pédopsychiatrique? En quoi c'est différent d'un patient de neuropédiatrie? Puisque les troubles sont neurodéveloppementaux, mais c'est ce que tout à l'heure votre discussion c'était un peu ça, hein, parce que bien sûr que l'autisme et l'hyperactivité avec déficit de l'attention ont à voir avec le cerveau et son développement, enfin, c'est évident. Donc on peut dire que c'est neurodéveloppemental, à juste titre. Oui. Mais alors à ce moment-là, c'est de la neurologie, si c'est le cerveau. Et là, il n'y a pas de... Ben, là, on s'arrête. On dit, ah ben non, c'est quand même pas pareil. Ben oui, mais pourquoi? Voilà. Alors, après... alors la France... Donc la France, et David l'a un peu présenté, la France a une histoire de sa pédopsychiatrie, et même vraiment un des premiers pays, hein, avec Itard, etc., le début du 19e siècle. En fait, il n'y a pas beaucoup, avec la Grande-Bretagne, un peu les États-Unis, mais la pédopsychiatrie française est une des premières pédopsychiatries, donc ça compte. Ça compte. Et puis... il y a quand même un truc que je ne savais pas, une circulaire de 44, beaucoup doivent savoir ça dans cette pièce, hein. Il y a eu une circulaire du temps de Vichy qui a séparé quand un enfant a un problème, ou c'est un petit problème, mais il peut quand même aller à l'école, il va dans une classe de perfectionnement, ou c'est un problème moyen mais on peut s'en sortir, il va dans un IME, on appelle ça le médico-social, et la notion de médico-social en fait est une notion française, je m'en suis rendu compte quand je voulais dire, mais vous... un héritage de Vichy. Médico-social, d'ailleurs, comment vous traduisez ça? Les gens me regardaient avec des yeux. Eux, ils parlent de special education. Et special education, c'est pas pareil que médico-social. C'est pas... il y a une nuance. Donc, les classes de perfectionnement, quand ça va pas trop bien quand même, mais qu'on peut s'en tirer les IME, puis quand ça va pas du tout, c'est pour la pédopsychiatrie. Et donc, il y a cette tripartition qui persiste un peu. Qui persiste un peu. On trouve les traces, quand même. On trouve des traces. Et puis, l'autre truc très important, c'est, on parlait de la Fondation Vallée, de Mises, de la désinstitutionnalisation. Et j'ai pu, en discutant en particulier avec Marie-Michel Bourrat, avec des collègues qui ont, disons, un peu anciens, et j'ai pu voir à quel point cette période de leur vie les a marqués. C'est-à-dire qu'on passait d'un soin institutionnalisé à un soin où le patient parle, où on va lui parler, on le considère comme un petit sujet, et ça a été pour eux une révolution dans leur façon de considérer le patient. Et cette révolution, quelque part, a structuré le soin pédopsychiatrique en France, ce qui n'est pas vraiment le cas ailleurs. Ça ne s'est pas passé de la même façon. Et un autre truc aussi historique que je trouve très important, c'est que l'intersecteur qui est né 10 ans après le secteur de psy adulte, qui est né en 72, quand on lit la circulaire, c'est vraiment remarquable, hein, on pourrait proposer aujourd'hui un intersecteur comme ce qui était écrit en 72. Oui, c'est ça, comme il était écrit là. On pourrait le proposer. C'est exactement... Je ne dis pas forcément que tout va bien, hein. Je ne dis pas que tout va bien. Mais quand on lit la circulaire, c'est remarquable d'intelligence. Mais le problème, c'est que c'est arrivé juste 3 ans avant les lois Veil sur le handicap,
75. Qui ont été des lois antipsychiatriques, antimédicales, il faut appeler les choses par leur nom, hein, et peut-être à juste titre. Hein. C'est-à-dire peut-être que les médecins faisaient mal hein, avec le handicap, et du coup, il fallait faire quelque chose. Mais du coup, l'intersecteur n'a jamais pu se déployer comme il aurait pu, parce qu'il a été torpillé par les lois sur le handicap au moment où il commençait à émerger. Et du coup, on peut dire que l'intersectorisation a été un demi-succès. Un demi-succès d'un côté parce que structurellement il a été bien pensé, parce que le fait de le sectoriser aussi permet une égalité d'accès aux soins en principe, qu'on a dans très très peu de pays. Hein. L'égalité d'accès aux soins est une catastrophe planétaire. Hein. Et en France, c'est pas si mal par rapport aux autres pays. À beaucoup d'autres pays. Bon, on met de côté la Suisse, etc., des pays où... mais même aux États-Unis, avec 10 000 pédopsychiatres, si vous êtes au fin fond du Texas, vous n'avez pas de pédopsychiatre. Non. Donc, c'est un demi-succès, mais alors, après, pourquoi ça ne marche pas? Alors, ça ne marche pas parce que depuis, et ça les sociologues l'ont bien montré, depuis l'intersecteur de 72, eh bien, la façon de penser la souffrance psychique des enfants a complètement changé. Et donc, aujourd'hui, quand vous faites une étude épidémiologique pour connaître les prévalences des maladies psychiatriques chez les enfants et les adolescents, alors à l'adolescence, la meilleure étude, hein, la NCS Studies, 10 000 adolescents, les Américains qui ont fait ça, méthodologie extraordinaire, Leur résultat, c'est que à l'adolescence, un adolescent sur deux fait un trouble psychiatrique avéré. Voilà, donc du coup, si vous voulez proposer un soin evidence-based, j'ai calculé, tous les psychothérapeutes de France doivent s'occuper exclusivement d'adolescents. Donc c'est impossible. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on considère que les adolescents qui présentent des tableaux de souffrance psychique qui seraient compatibles avec une pathologie psychiatrique telle que décrite dans le DSM, si on considère qu'il leur faut un soin, alors c'est insoutenable, même dans un pays avec un système de santé comme la France. Et donc là, il y a un problème majeur qui est, et dans les 7 minutes qui me restent, du coup j'y arrive, alors c'est là qu'il faut se dépatouiller des choses, c'est que si l'on veut, on ne peut pas psychiatriser tous les enfants et les adolescents qui présentent des éléments de souffrance psychique compatibles avec un diagnostic psychiatrique. C'est impossible. C'est impossible, et peut-être qu'il ne faut pas, voilà. Mais donc du coup, il faut se poser la question, alors, qui et comment doit-on soigner? Et alors là... Eh bien, j'en reviens au concept. D'abord, moi je pense, en France, alors il y a aussi, on a une spécificité qui est la psychopathologie, hein, et c'est bien. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein, on peut faire des neurosciences aussi. Et d'ailleurs, il y a une psychopathologie neuroscientifique. Donc, mais le fait de réfléchir au-delà de la sémiologie est quand même une spécificité française. Et qu'il faut cultiver. Et on aime conceptualiser. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, il est de notre devoir, par exemple, de dire, il y a des mots, santé mentale, psychiatrie, handicap psychique, et ces mots, il faut les définir. Et d'ailleurs, même quand on regarde du côté, Ehrenberg a beaucoup travaillé sur la santé mentale, et ce qui est curieux, c'est, d'ailleurs, il était président du CNSM, là, qui a été dissous il n'y a pas longtemps. Et c'est curieux, quand on lit ses écrits, il dit pourquoi la santé mentale est devenue une préoccupation nationale, du fait que l'individu doit se réaliser, que quand il ne se réalise pas, du coup, il est en souffrance, etc. Hein, ce qui fait sens. Hein. Mais il ne dit jamais ce que c'est que la santé mentale. Alors, et quand on regarde les définitions de la santé mentale, elles disent toutes à peu près la même chose, c'est le bonheur. Mais c'est dans l'OMS, c'est l'OMS, le bien-être. Le bien-être, c'est la santé. Mais même la définition de la santé mentale par l'OMS, c'est le bien-être. Et en plus, figurez-vous, hein, allez sur le site de l'OMS. Alors, c'est le parfait bien-être et la réalisation de soi et la production pour la société. C'est les trois choses, c'est ça. C'est assez extraordinaire. Hein, bref, la santé mentale, c'est le bien-être. Et
Alors, il faut dire une fois pour toutes, la pédopsychiatrie n'est pas faite pour rendre les enfants heureux. C'est... il faut le dire fort. Or, on a une ambivalence par rapport à ça souvent. Hein. C'est qu'on aime tellement les enfants, on voit qu'ils sont malheureux, on voudrait s'en occuper de tous. Hein. On voudrait aller partout, etc. Et par exemple, on voudrait prévenir, et bien sûr que c'est important de prévenir, la prévention primaire des maladies psychiatriques de l'enfant, c'est capital. Et on peut faire des choses très bien en prévenant la violence intrafamiliale, hein. Bien sûr qu'on peut faire ça. Mais ça n'est pas de la pédopsychiatrie, c'est de la politique. Hein. Prévenir la violence intrafamiliale, ça n'est pas de la psychiatrie, c'est de la politique. Et donc, nous, on peut dire que c'est important. On peut témoigner, mais ce n'est pas notre métier. Donc, et c'est important de dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, parce que comme ça, on pourra faire plus avec nos patients qui en ont besoin. Donc les concepts, le handicap psychique aussi, eh ben, c'est compliqué. Alors, c'est une question de différence. Alors, c'est très riche, très bien, mais ça nous permet... je vois par exemple, moi ça m'a aidé. Là, il y a eu le plan autisme, on a discuté avec des autoreprésentants. Donc pour eux, l'autisme n'est pas une maladie. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est une différence. Mais ce qui était intéressant, vous voyez, c'est qu'ils disaient, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour soigner les troubles associés à l'autisme. Mais vous voyez, je trouve que c'est... donc, le fait de dire, il y a des gens différents, des hyperactifs sont des gens différents, les autistes sont des humains différents, et donc, d'une certaine façon, nous devons apprendre à vivre ensemble, eux doivent apprendre à vivre avec nous devons apprendre comment ils sont, et nous, médecins, effectivement, on doit se positionner là-dedans, et c'est important. Moi, j'accepte de dire que l'autisme n'est pas une maladie. Ça ne me dérange pas. Si on est clair, tu viens me voir parce que tu vas pas bien, c'est pas une question d'autisme, c'est une question que tu souffres parce que tu as du mal à être avec les autres, etc. Et à cause de ça, tu es en souffrance. Moi, je m'occupe de ça. Et voilà. Donc, le handicap psychique, la différence, tout ça, c'est très intéressant, mais c'est pas notre job aussi. Il faut qu'on se positionne par rapport à ça. Et du coup, alors qu'est-ce qui reste à faire en pratique? La formation, alors je suis complètement d'accord avec le topo de David. Bien sûr, la formation est en ce moment un enjeu essentiel. Alors il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que les jeunes pédopsychiatres qui suivent le cursus complet de pédopsychiatrie sont forts. Moi, je vois plein de jeunes collègues juste après le clinica qui sont très forts. C'est très impressionnant. Et même, j'ai envie de dire, ils sont plus forts que nous. Ils ont une vision panoramique, enfin pour certains d'entre eux, une vision panoramique de ce que c'est que la pédopsychiatrie. Ils ont de l'épaisseur dans leur pratique clinique. Et ça, c'est bien. Alors, le problème, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Et qu'effectivement, il faut aussi former le monde paramédical, les professions associées, etc., pour sortir d'un enquistement idéologique qui, quand même, continue à infiltrer la discipline. Et après, l'organisation du système de soins. Et là, alors, clairement, vous savez que dans tous les pays du monde, on organise le système de soins en strates, de soins primaires, de soins de second recours, de troisième recours et hyper spécialisés. Et alors, bien sûr, on a envie de dire il faut former les médecins généralistes à reconnaître les troubles psychiatriques de l'enfant et de l'adolescent. Mais quand vous en parlez à des médecins généralistes, ils disent stop, on doit faire tout. On ne peut pas être formé à tout, c'est impossible. Donc oui, un peu, on pourra faire un peu plus, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Et donc là, pour le soin primaire, il y a de vraies questions à l'école. Comment organiser les infirmières scolaires, les médecins scolaires, même les pharmaciens, pourquoi pas. Même les pharmaciens, vous savez, c'est des familles peuvent aller demander aux pharmaciens, mon enfant est comme ça, et il faut qu'ils aient un minimum de background. Le soin secondaire, alors là, il y a une vraie question en France. Est-ce que le soin de second recours, c'est le CMP ou pas? Eh bien, et d'ailleurs, la Société française a eu une position pour les 6-11 ans, moi je trouve extrêmement... et donc je peux le dire, puisque j'y étais pas au moment où le texte a été écrit. C'est un texte à la fois très courageux et très lucide. C'est que je pense que le soin de second recours ne peut pas relever du CMP parce que c'est pas soutenable. C'est pas soutenable.
compte tenu du fait que former un pédopsychiatre, c'est très cher, c'est très lourd et que de toute façon, il n'y en aura pas beaucoup, même s'il en faut beaucoup plus que ce qu'il y en a en ce moment, mais on en a. Et donc, on ne peut pas... La question de la médicalisation du soin de second recours est une vraie question. Alors, mais à ce moment-là, il faut mieux fermer les psychologues, etc. Là, il y a un véritable enjeu et il faut qu'on soit force de proposition. Et le fait que la société française l'ait été, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Après, il y a le soin de troisième recours qui sera l'intersecteur. Et puis le soin spécialisé, qui est, il y a encore des CHU en France où il n'y a pas de professeur de pédopsychiatrie. On manque de services spécialisés pour prendre en charge des anorexie mentales, pour prendre en charge des patients difficiles. C'est pas tellement dit en France aussi. On manque de choses, mais on manque y compris de soins surspécialisés. Et donc ça, c'est un axe de sévérité. Après, il y a un axe transversal, c'est-à-dire que bien sûr, notre spécialité s'inscrit dans une prise en charge qui est une prise en charge de société. Et donc il faut effectivement qu'il y ait des liens avec l'école, avec l'éducation spécialisée, avec ce qu'on appelle le handicap. Il faut qu'il y ait plus de perméabilité là-dedans. Et puis il y a une troisième strate qui sont les strates d'âge, que le soin pédopsychiatrique n'est pas le même entre 0 et 3 ans, etc., etc. Mais ça, vous voyez, quand on regarde, en fait, on n'a pas tant de choses que ça a changé, hein. Puisqu'on a déjà une structuration par strate d'âge, on a déjà un maillage territorial avec un intersecteur, on a une formation qui tient la route, il y a juste à changer de braquet. Merci pour votre attention.